Bonjour à toutes et à tous, je suis Annelise Selzer et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Lean Connection, un webinaire de l'Institut Lean France destiné aux curieux comme aux passionnés du Lean. Le but de notre rendez-vous mensuel est de vous faire découvrir le Lean sous toutes ses formes, grâce à des entretiens avec des femmes et des hommes qui le pratiquent au quotidien ou écrivent sur ce sujet, et vous donner ainsi envie d'en savoir davantage et d'en retirer des apprentissages pour vous-même. C'est parti! Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier Lean Connection de 2024. Et on va se le faire à trois dames pour commencer l'année, qu'elles soient belles et féminines, dans un jour en plus où il y a eu un vote un peu symbolique à l'Assemblée. Donc finalement, c'est intéressant de célébrer aussi les femmes qui écrivent, puisqu'on va parler d'un livre écrit par une femme et puis traduit par deux femmes qui sont aussi avec nous, Cécile Roche et Catherine Chabiron, que j'accueille avec grand plaisir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, bonsoir et merci de nous avoir invités. Ben, écoute, on va parler d'un livre dont on a déjà parlé un peu toutes les deux, mais dans sa version anglaise. Et là, du coup, c'est l'occasion d'en reparler parce que vous venez de faire la traduction de ce livre. Alors, je vais partager, on se le disait justement hors écran, hors enregistrement. Je vais partager la tête de ce livre parce qu'en fait, on l'a tous en version Kindle et pas forcément en version papier. Donc, je vous le montre à l'écran puisqu'il existe. Donc, vous avez la version anglaise, américaine, Learning to Lead, Leading to Learn, dont on avait parlé avec Cathy Anderson maintenant en presque 3 ans et demi, c'était en septembre 2020. Nous avions eu un book club en anglais. Et aujourd'hui, on a donc le plaisir d'avoir la version française qui a été donc, qui vient juste de sortir, hein, elle est sortie mi-décembre, et qui reprend évidemment tout ce qui avait été engagé par Cathy. Cathy Anderson qui a beaucoup travaillé, on peut dire que c'est même une co-écriture avec Isao Yoshino, dont on va surtout parler aujourd'hui ensemble, qui est un vétéran de Toyota, qui a travaillé pendant 40 ans chez Toyota, qui a beaucoup travaillé sur des aspects qu'on connaît, enfin, dont on connaît les conséquences, mais qu'on connaît moins de l'intérieur, c'est tout le programme de développement des gens. Et là-dessus, c'est pour ça que son livre est peut-être précieux et c'est un témoignage un peu différent. Il sort un peu de l'usine traditionnelle ou l'usine traditionnelle, l'usine Lean n'étant pas une usine traditionnelle, mais en tout cas de l'atelier de production, et il nous montre une autre facette de Toyota et de son développement des personnes, dont on sait qu'il est au cœur voilà, de la stratégie de l'entreprise. Alors, pourquoi ça vous a intéressé de traduire ce livre? C'est évidemment grâce ou à cause de Yoshino, que vous d'ailleurs connaissez un petit peu, comme ces photos vont nous le montrer. On le connaît même très bien depuis, moi je le connais depuis 2017, hein, je crois Cécile, toi aussi. Pareil, hein. Euh, On l'avait rencontré au Japon voilà. lors de notre deuxième voyage au Japon, je Ouais. pense. Donc on le connaît depuis longtemps. Il est venu en France plusieurs fois. Moi je l'ai accueilli chez moi et j'ai beaucoup beaucoup discuté avec lui. C'est un homme qui est vraiment passionné. Il adore essayer de comprendre. Comment sont les gens, comment ils fonctionnent. Il est retraité depuis des années et il a continué à faire de l'enseignement auprès d'étudiants. C'est quelqu'un de très américain, c'est un japonais très américain, hein, il a façonné sa carrière en la centrant sur les États-Unis. Mais c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup, beaucoup de recul, beaucoup d'humilité aussi, beaucoup de recul Ah oui. sur ce qu'il a appris. Moi, j'étais frappée, hein, je l'avais reçu à l'époque, j'étais encore chez Thales et je l'avais reçu dans un site en particulier de Thales. Et cette façon d'être super humble et puis de poser la question qui tue, mais sans avoir l'air d'y toucher comme ça, c'était vraiment, vraiment très, très impressionnant. Et les gens s'attendaient à ce qu'il soit beaucoup plus, comme on pense, les sensei japonais, là
rude, etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'est pas rude du tout. Et puis, non, mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis, en fait, paf, il pose la bonne question. Et après, on peut réfléchir un petit moment. C'était vraiment fascinant. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il le dit lui-même, il y a deux courants chez Toyota qu'on connaît mal en fait. On connaît très bien ou on a beaucoup entendu parler de Taishi Ono et du TPS, du Toyota Production System. Mais il y avait un autre pilier chez Toyota du développement de la qualité qui était porté par Nemoto, et Nemoto et probablement Eiji Toyoda a volontairement usé Nemoto comme un contrepoids à Taishi Ono. Nemoto apportait tout l'aspect qualité, l'aspect qualité venait lui-même de Deming, hein. Il apportait ça, mais il apportait aussi surtout le développement humain, le développement, le savoir-faire, la connaissance, la collaboration. Et c'est très intéressant parce que Yoshino vient de cet univers-là. Et donc, à chaque fois qu'on lui parle TPS, il dit: Oh, je connais pas, je connais pas, je connais pas, je sais pas. En fait, il est presque plus du côté du Toyota Way que du Oui, côté du TPS. quelque part. Il serait L'autre façon de un regarder merveilleux le. Ouais. représentant du Toyota Way, oui. Et c'est le même, enfin, c'est dans le même système, mais une autre façon de le regarder, dont on a un peu moins entendu parler en direct, en fait, les vétérans, puisqu'on entend plutôt ceux qui viennent de l'usine. Sur la photo du centre, vous les reconnaissez, alors, vous les reconnaissez, Catherine Cécile et Isao Yoshino. Et nous avons un autre sensei en face c'est Amezawa, qui lui vient plutôt du monde du TPS et de l'atelier, Lui, c'est et qui est Taishi vraiment Ono, oui. C'est beaucoup plus voilà, rude, hein. du courant fort. Et il a Beaucoup plus rude avec l'attitude. les gens avec qui nous étions. Ouais, absolument. Donc, mais donc, voilà, c'était une tablée de sensei en train de faire la cérémonie du thé. C'était un très joli moment. Donc, je suis ravie d'avoir retrouvé cette photo dans mes archives à cette occasion. Alors, peut-être qu'on peut se plonger un tout petit peu, et je vais passer la slide suivante, puis après on va discuter sur le parcours de notre ami Isao Yoshino. Donc on vient de dire qu'il a été plutôt du côté, enfin, pas que uniquement, mais aussi du côté du développement des personnes. Il a été pas mal au niveau, enfin, il a commencé, il a fait toute sa carrière chez Toyota, donc ça c'est quand même 40 ans, 40 ans, et donc le temps d'apprendre et de voir et de comprendre et de partager. Et on voit en fait qu'il a été non seulement au Japon, au débarrage, mais après il est même allé effectivement aux États-Unis, à San Francisco. Il a fait partie de la grande aventure Numi dont on va reparler dans son voilà, tout à l'heure avec vous deux. Il est parti aussi après au Canada. Enfin donc c'est effectivement, comme tu disais Catherine, un Japonais canadien qui a donc vécu Toyota et de l'intérieur au Japon, mais également Toyota en dehors du Japon. Mais c'est ça qui est d'ailleurs très étonnant pour un Japonais de sa génération, hein. C'est son obsession depuis le début de partir à l'étranger. Oui. Alors que pour les personnes de sa génération, enfin, Qui il y avait avait quand même connu une la grande guerre. défiance, hein, de Oui, l'étranger oui. Ils avaient connu la et un guerre, ils certain avaient nombre de connu Japonais l'ennui. qui sont partis à l'étranger et qui sont perdus pour le Japon, entre guillemets, hein. Enfin, je mets des guillemets, Oui. mais ont eu du mal à revenir. Alors que lui, c'est vraiment son fil rouge de toute sa carrière, c'est d'aller à l'étranger, quoi. Et il a tout fait pour ça. Oui, c'est enfin, ce que Cathy met en démarrage de son livre, c'est que c'est une sorte il a une sorte de rêve américain presque au niveau Tout à fait. personnel, et il apprend même à jouer du banjo, qui est quand même pas forcément le plus japonais des instruments de musique. Mais c'était un fanat de country music, ouais. Donc, C'est un fanat d'ailleurs. Je voilà. ne sais pas pourquoi je dis au passé. Il l'est toujours. Et donc, c'est en ça qu'il est intéressant. Et du coup, il a une appétence d'ailleurs à discuter avec des gens bah, comme nous, au sens qui nous intéressons au Lille, parce que bah, voilà, c'est aussi une façon, il aime partager son expérience et les apprentissages qu'il a fait. Donc, ce livre, ça a été effectivement un moment intéressant pour lui. Il a échangé donc avec Cathy Anderson, qui était une coach lean, en tout cas qui avait commencé à travailler sur ce sujet-là et qui est partie habiter au Japon pendant quelques années. Et du coup, c'est là qu'elle a vraiment rencontré et établi cette relation particulière avec Isao Yoshino. Ils se sont, voilà, il lui a raconté sa vie professionnelle et ils ont essayé de tisser tous les deux de retisser ensemble cette histoire pour en sortir tous les apprentissages possibles.
que donc Cathy a retracé dans son livre. Et je dirais que ce que Cathy a vraiment bien réussi, c'est à le faire sortir de son humilité, c'est-à-dire à le faire parler sur des choses. Oh non, non, c'est pas si important. Et en fait, elle a vraiment bien réussi à lui faire, à le faire exprimer sur des choses que peut-être il voyait comme banales et qui Banal, ne le ouais. sont pas du tout, en fait, hein, pas du tout. Donc du coup, le cœur du livre, on va dire, c'est 3 parties. Une première partie qui est sur, alors du coup, qui est plus sur apprendre à diriger, sur c'est quoi le leadership, c'est quoi un manager, et comment Toyota, voilà, comment Toyota essaye de, de travailler sur ces sujets-là. Deuxième partie qui est plutôt comment c'est dirigé pour apprendre, et là c'est sur des projets majeurs sur lesquels il a travaillé pendant en gros les 15 années suivantes, dont Numi et CanPro sur lesquels on reviendra. Et puis dernière partie, et ça c'est assez étonnant aussi, hein, c'est les 15 dernières années de sa vie professionnelle et notamment au Canada, dans une entreprise qui est filiale de Toyota, qui a été un échec complet et qui nous raconte et dont il sort finalement les apprentissages. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait d'un échec? Comment Toyota l'envisage? Et en ça, c'est déjà assez rare voilà, pour qu'on puisse voilà, le lire et en discuter ensemble. Alors, je vais arrêter ce partage hop, quelques moments. Sur la première partie, apprendre à diriger. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce qu'en fait, on voit bien que on est autour des qualités que vont forger un manager, enfin, qui vont être les caractéristiques clés d'un manager lean. Lui, il en parle avec plein de leçons apprises ou des points un peu, voilà. Qu'est-ce que vous en avez retenu, peut-être en tant que traductrice, qui vous a le plus frappé de tout ça? Ben, en fait, apprendre à diriger, c'est ce qu'il a eu l'occasion ensuite de mettre en œuvre, en musique, dans le programme CanPro dont tu parlais, qui est le programme d'accompagnement des managers, on va dire, en France, on dirait top management, hein. Et moi, ce qui m'avait vraiment, mais vraiment fasciné, c'est que euh, moi, j'en ai fait un paquet de programmes aussi de développement et les intentions sont toujours un peu les mêmes, hein. On ne va pas dire donc il y a un programme de développement chez nous qui ne disent pas qu'il faut aider ses collaborateurs, qui ne disent pas qu'il faut donner la bonne direction, hein. On le dit aussi, mais ça n'arrive pas du tout à la même chose. C'est ça qui est très, très étonnant, c'est qu'on arrive à des choses complètement différentes et des comportements complètement différents. Et une des phrases qui m'avait le plus frappée quand on en avait parlé et que j'ai retrouvé bien sûr dans le bouquin, c'est le fameux bad news first et qui est vraiment objet d'un gros malentendu. Parce que quand on dit, ou quand j'ai commencé à dire au début, un manager doit donner doit s'intéresser d'abord aux mauvaises nouvelles, on me dit mais non, mais c'est super négatif, tu ne reconnais pas ce que font les gens de bien, etc. Non, il y a un énorme malentendu, c'est pas du tout ça. C'est une marque de respect énorme pour les gens. C'est dites-moi d'abord ce qui ne va pas. Et non pas pour vous taper sur la tête, mais pour que je vois en quoi je peux vous aider. Et ce qui va bien, bah, on en parlera, bien sûr, c'est très bien, mais le respect des gens, c'est de s'intéresser d'abord à leurs problèmes. Et c'est ça qu'il y a derrière ce bad news first qui est souvent pas bien compris. Et pour moi, c'est un des trucs hyper concrets de ce programme de management et de cette façon de manager qui fait qu'à la fin, avec des intentions annoncées qui sont les mêmes, donner la direction, s'occuper des gens, continuer d'apprendre, en fait, arrive à des styles de management, mais totalement différents. Totalement différents. Et cette humilité qu'on voit chez vraiment dans ce modèle de management, cette façon, et ça rejoint un point que tu disais, Catherine, tout à l'heure, sur il est plutôt sur le côté qualité. Et une chose fascinante dans ce programme, c'est qu'il a été lancé parce que il y a eu de grandes discussions, il l'a appris après hein, au niveau du top management pour dire la qualité, et la qualité est quelque chose de fondamental hein, chez Toyota, et on l'a pu le voir à chacun de nos voyages, c'est fascinant. La qualité, c'est pas
de la responsabilité des opérateurs, ni même des managers de premier niveau, c'est de la responsabilité du top et du middle management. C'est eux qui vont faire la qualité. Et c'est de la façon dont ils vont s'occuper des personnes et s'occuper de leurs conditions de réussite qui va faire qu'on aura la qualité. Et c'est dans cet objectif que ce programme a été lancé au départ. C'est autour de cette idée que la qualité, c'est le top management qui l'a fait. Et ça, c'est quelque chose de très remarquable. C'est une vision qui est assez à l'envers par rapport C'est complètement à l'envers. Et au surtout, classique du management, ça c'est clair. Ouais. voilà. Et donc, ce qu'il a fait et qu'il a défait. Et c'est par de mauvaises décisions ou de mauvaises façons de manager ou en mettant la pression sur les gens ou en s'occupant pas de leurs conditions de réussite qu'on fait la non-qualité. Et non pas parce que zut alors, ils suivent pas nos ordres et ils respectent pas les standards. Pas du tout, pas du tout. Et là, on voit bien comment, avec des intentions communes, on a des façons de réfléchir qui sont complètement à l'envers de notre modèle managérial traditionnel. Euh, Catherine? Oui, je pensais aussi à cette première partie, peut-être même avant ce que tu viens de décrire, Cécile, dans les premières années d'apprentissage. C'est étonnant, il a quelques anecdotes étonnantes sur une erreur qu'il fait sur une ligne de peinture, parce que chez Toyota, on vous met, même quand on vous recrute comme juriste ou cadre de bureau, vous partez en usine 3 mois pour apprendre, hein. Et donc, il fait une erreur sur une ligne de peinture qui oblige à repeindre 20 modèles complètement parce qu'il avait mal mélangé la préparation. Et on lui dit merci. On lui dit merci. Il s'attendait à se faire engueuler parce qu'il y a de toutes sortes de managers chez Toyota. Et encore à l'époque, quand il a démarré, il y en avait encore beaucoup qui étaient sur le mode autocratique qu'on a pu voir ou entendre dans certains films, hein. Mais il s'attendait à se faire engueuler et on lui a dit merci parce que en fait, son patron s'est rendu compte qu'on avait mal libellé le flacon à utiliser, qu'il ressemblait beaucoup à un autre flacon, qu'il y avait erreur possible. Quand on connaissait, il n'y avait pas d'erreur, mais quand on ne connaissait pas, il y avait erreur. Et ça, c'est des choses que vous rencontrez constamment dans l'entreprise. Et donc là, on le remercie. Donc il y a plein Et, et, d'anecdotes. ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que tu dis, Catherine. Il y avait, enfin, chez Toyota, il n'y a pas des races de gens particuliers, hein. C'est les mêmes qu'ailleurs. Donc, les autocrates, il y en a. D'ailleurs, on le revoit dans d'autres parties de l'histoire avec les bateaux après. Enfin, des managers super directifs, il y en a. Donc, c'est les mêmes gens qu'ailleurs, hein. C'est les Oui, mêmes gens qu'ailleurs. Mais le focus sur cet accompagnement qu'on fait, et d'ailleurs, ils disent bien que s'ils ont lancé le programme, c'était que à ce moment-là, ça commençait à partir, ça commençait à dériver, hein. Et c'est parce que ça dérivait et puis que les gens perdaient l'esprit Kaizen qu'ils ont lancé le programme. Donc, c'est à chaque fois qu'on me dit ah ouais, mais il y a que les Japonais qui peuvent faire ça, ça me fait sourire parce que non, pas du tout, c'est les mêmes gens. Mais par contre, les points importants sont pas les mêmes. Et quand on dit s'intéresser aux gens, c'est beaucoup plus qu'un motto, que ah, faut s'intéresser aux gens, valeur. voilà, faut soutenir les collaborateurs, voilà, vous êtes là pour développer les gens. Ok, mais ça veut dire quoi en vrai? Ben, c'est très précis. C'est très précis. C'est laissez-leur parler de leurs mauvaises nouvelles. C'est occupez-vous de leurs conditions de réussite. C'est clarifier tout le temps l'endroit où ils doivent aller. C'est utiliser le PDCA pour ce qu'il est, c'est-à-dire toute la partie d'hypothèse c'est clarifier pour vous ce que sont les questions clés. C'est des choses extrêmement précises et concrètes qui amènent à ça. C'est pas juste des incantations. Il faut développer les gens. Ouais, ouais, ça, ok. Oui, il a une anecdote là-dessus où on lui demande de faire une étude sur des concurrents, sur un sujet précis. Il a très peu de temps pour le faire. Il utilise, c'était pas Internet à l'époque, hein, ni Wikipédia, mais enfin, il utilise l'équivalent dans des bibliothèques Il ou dans peut. des publications. Il revient avec son rapport tout content de lui et son patron regarde le rapport et il dit mais t'as eu ça comment? Bah, j'ai regardé telle publication, telle publication.
Je dis, mais c'est pas ça que j'attendais de toi, je voulais que tu ailles sur le terrain, voir ce qui se passait chez les concurrents, et que tu ailles discuter avec eux du sujet. Et ce qu'il a fini par faire, et en fait, il en conclut que, en fait, son patron savait très bien la réponse. L'objectif de l'étude c'est pas du tout de lui faire l'étude pour apprendre des résultats de l'étude, mais pour lui apprendre, lui, à aller chercher les trucs sur le terrain. Donc c'est assez remarquable hein, de voir. Et encore une fois, c'est pas tout le monde chez Toyota, mais il y en a un grand nombre qui passent leur temps à remettre les notions de Genshi Genbutsu, aller sur le terrain, se rendre compte par soi-même, développer les gens, collaborer, sortir du silo, etc., qui remettent ces trucs-là, ces façons de faire-là, constamment sur le devant. Oui, c'est ce qu'on voit bien en fait dans le livre, que ce soit au début donc dans la première partie où on décrit plus quel est le manager idéal entre guillemets, et puis qu'on voit ensuite dans les programmes et notamment dans Cannes Pro, c'est bien cette dynamique d'apprentissage mise en œuvre. C'est comment on y va, comment on Mais là prend encore, comment il y a un réaliser. énorme malentendu sur le A3, par exemple. Oui, Le absolument. A3, on a pris ça, nous tous, et puis alors moi je l'ai fait 100 fois, hein, comme une espèce de charte projet, bien propre et tout. Mais non, pas du tout. C'est vraiment quelle est la logique de questionnement qui permet aux gens d'ouvrir les yeux sur autre chose, de regarder ailleurs, de chercher davantage, et bien sûr, va voir, va voir, retourne voir. Et s'il n'y a pas ça, le A3, ben oui, on en fait une charte projet, quoi. Et là, on me dit, ah oui, mais attends, dans ta charte, il manque une case. Non, mais je crois que c'est pas ça le sujet. Et cette histoire de A3, il explique comment, dans le cadre du Cadre Pro, ils étaient quatre et ils relisaient tous les A3 pour poser des questions avant qu'ils soient présentés, parce que c'était le tampon final de présenter son A3, et qu'il en a lu comme ça des milliers et qu'évidemment c'était épuisant, mais que c'était pour lui-même une énorme formation. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand on a essayé de faire du A3, moi, dans le passé, dans ma boîte, euh, c'était très difficile, hein, c'était toujours très difficile de ne pas tomber dans le cadrage, projet, etc. Par contre, quand on présentait les A3 aux managers qui voulaient bien s'y intéresser, à chaque fois, ils me disaient, mais c'est dingue tout ce que j'apprends. Mais c'est incroyable tout ce qu'on apprend. Parce que vous êtes allé voir, parce que vous avez regardé ça, parce que... Et moi, j'apprends plein de trucs. Je me souviens de mon chef à l'époque qui me disait ça. Et c'est vraiment un outil d'apprentissage avant tout, et pas un outil de résolution de problème avant tout. Et Et du ça, c'est coup, un gros malentendu. et ça emporte du coup un profil managérial quand même très différent. Et donc, c'est pas si simple, effectivement. Je vous partage une slide. Alors, certes, ce n'est pas une slide qui est dans le livre, mais c'est le résumé, ou c'est une façon de Catherine d'en parler que je trouve intéressante. C'est que, en gros, qui est le manager qui se cache derrière le manager Lean, hein? Est-ce que c'est Superman ou est-ce que c'est Colombo? Alors, Catherine, je te laisse trancher. Ouais, c'est Colombo, bien sûr. Enfin, tel que le raconte Yoshino, Yoshino, c'est Voilà, Colombo. C'est je cherche, je cherche, je cherche. Je je cherche, je ne cherche. me laisse pas dévier par la première solution qui me passe sous le nez ou qu'on me présente. Je cherche toujours, je creuse, Je pose j'essaie des de vérifier. questions, d'aller comprendre ouais, sur Et le terrain. c'est vraiment la réplique qui tue là, quand il va quitter la scène et puis qui dit, au fait, au fait, c'est vraiment ça, oui. C'est tout à fait ça. Et vos C'est vraiment clients. ce qu'il explique, oui. Que le résultat est moins important que la façon dont on y est allé, parce que la façon dont on y est allé, si on a vraiment essayé de réfléchir et de le faire bien, on a appris des choses. Alors que un résultat tout seul, si on n'a pas travaillé les moyens d'y arriver, on peut ne pas avoir de résultat du tout, c'est vrai, mais on peut aussi avoir un résultat par chance. Et ce qu'il explique en fait, c'est que Toyota est beaucoup plus intéressé par le côté de recherche et de compréhension que par le résultat lui-même. Ouais. Dans toute cette partie sur le manager, il a aussi quelques leçons qui sont intéressantes parce qu'elles résument bien cet état d'esprit du manager Toyota, qui est un idéal, hein, parce que comme tu le disais, Cécile, tout à l'heure,
Il y a des gens normaux qui rentrent et le manager lean est un idéal, comme le flux continu est un idéal qu'on essaye sans cesse d'atteindre, mais qui n'est jamais facile. Et le programme Cannes Pro, effectivement, avait été notamment mis en œuvre parce qu'il y avait un écart par rapport à l'idéal. Alors, je ne sais pas si on peut atteindre l'idéal, mais en tout cas, un écart jugé trop important à l'époque par rapport à là où on voulait être. Et donc, c'est vrai que dans tout le livre, à chaque fois, derrière chaque leçon qu'il donne, il y a une histoire. Et ça, c'est plutôt. C'est pour ça que ce livre est quand même très enfin, facile à lire, à intégrer grâce à cette histoire de Yoshino qui nous, à travers son histoire de peinture, à travers le Gemba, à travers tout ça, nous donne à comprendre ce que c'est que vivre et d'être manager dans cette boîte, quoi. Et ça, c'est assez précieux. Et je trouve que vous l'avez bien rendu. Avec, voilà, avec votre traduction en plus qui accompagne. Ce que tu montrais à l'instant avec les leçons, là, on voit bien tout à fait la construction de la confiance et en même temps le rappel constant du purpose, hein, sur quoi on bosse, où on va, dans quelle direction. Et c'est cette concomitance, hein, du travail sur la confiance et la collaboration et le purpose qui donne de l'énergie pour collaborer, pour inventer, pour utiliser le cerveau, hein. Ça consomme de l'énergie quand on fait du Kaizen. Ouais. Donc, C'est ça. t'as pas l'énergie si t'as pas la confiance et si t'as pas le sens dans lequel il faut Et aller. voilà, et on parle toujours de donner du sens au travail avec des grandes idées un peu philosophiques. Les gens ont besoin de sens. Ouais, ils ont vraiment besoin de savoir pourquoi ils bossent, quoi. Et Et si le on bosse sens, sur le bon truc, si on parce est que sur le quand bon le sens, truc ouais, et en quoi ce qu'on fait participe à ce truc. Et c'est ça que le manager n'arrête pas de remettre sur la table. C'est les trois critères qu'ils avaient relevés pour les revues des A3, c'était vraiment euh, comment les A3 étaient bien sur les bons sujets puisqu'on fait le lien entre le Cannes Pro, puisque dans Cannes, c'est Cannery et c'est le même Cannery que dans Oshin Cannery. Donc, on fait le lien entre leur démarche de Oshin Cannery et puis le Cannes Pro. Et vraiment, est-ce que les A3 sont sur les bons sujets? Est-ce que ils ont parlé de ce qu'ils n'arrivent pas à faire? Alors ça aussi, hein, c'est un truc facile à dire de parler de ces échecs, beaucoup plus difficile à faire, hein, parce qu'en vrai, j'ai quand même vu beaucoup de cas où on te dit vas-y, dis ce que tu n'arrives pas à faire, mais bon, il ne faut pas le dire trop quand même, hein. De préférence, on va essayer de chercher un truc pas trop grave. Et puis, est-ce que vous avez mis l'accent sur le développement des personnes des personnes de vos équipes? Et c'était vraiment les trois critères. Euh, donc, toujours les mêmes. Est-ce que vous êtes sur les bons problèmes? Est-ce que vous êtes capable d'apprendre de ce que vous ne savez pas? Et est-ce que vous vous occupez des personnes? J'ai pris, moi, dans le livre là, sur le Cannes Pro, justement, les trois leçons qu'il sort. Alors, j'en ai pris trois sur quatre ou cinq, mais je trouvais que c'est quand même, elles sont tellement clés que se les rappeler, c'est quand même bien. La première étant l'apprentissage ne peut pas être délégué. Et ça, c'est quand même un premier truc qui est essentiel. Et donc là, il le dit à travers le A3, mais tant qu'on n'en a pas fait, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas ce que c'est que d'aller comprendre, d'aller chercher, etc. La deuxième, c'était ne jamais cesser d'apprendre. Et ça, c'est vraiment, s'il y a un seul secret chez Toyota, c'est bien celui-ci. C'est ce que tout le monde nous dit, c'est ce que tous les sensei nous disent, ouais. c'est apprendre et apprendre sérieusement et pas en passant, quoi. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la discipline d'apprentissage qui est quand même extrêmement fort. Et puis, ce que tu disais, Catherine, hein, ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est le processus de réflexion. Et c'est même pas forcément le résultat, c'est toujours le processus de réflexion qui est plus important et qui vont nous permettre d'aller apprendre et de comprendre ce qui se passe sur le terrain, sur la réalité et dans le système. Et si on pouvait en rajouter d'ailleurs une quatrième leçon, hein, on la retrouve dans tout l'état d'esprit Kaizen, mais il y a un point qui est très important, c'est vraiment comment coopérer, communiquer, négocier avec les autres divisions, avec les autres départements. Comment obtenir la contribution des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a ce côté qui parle avec qui, comment on apprend aux gens à se parler, qui est vraiment clé, je pense, autant que les trois autres points.
Oui, C'est une absolument. question qui revenait régulièrement dans le programme du CAN-PRO, là, quand Ouais. ils présentaient leurs A3, c'est dès lors parce que les A3 portaient sur un point de leur Oshin, hein, c'est-à-dire que c'était un point, ils avaient un truc à craquer, ils en avaient sélectionné un et ils le développaient sous forme d'A3. Et on leur demandait régulièrement, mais attendez, comment est-ce que ça impacte les autres départements? Est-ce que vous en avez parlé à d'autres? Et s'ils ne savaient pas répondre, ben, c'était un point négatif, quoi. On les incitait à répondre autant, comme tu dis, Cécile, que de voir s'ils faisaient ça tout seuls dans leur coin ou s'ils s'appuyaient sur leurs équipes pour en profiter pour leur apprendre. Le problème sous-jacent qu'ils avaient, c'est que il fallait absolument qu'on embarque les collaborateurs dans ce type de démarche parce que ces collaborateurs, les collaborateurs de ce top management, c'était les futurs dirigeants. Or, si les dirigeants eux-mêmes, les futurs dirigeants ne comprenaient pas ce système d'apprentissage, ce système de collaboration, ils allaient continuer derrière à former des gens de retour sur des modes de command and control. Donc, c'est vraiment, vraiment clé dans le souci du Gain Pro. Il faut se souvenir enfin, c'est Isao Yoshino lui-même qui m'en avait parlé. Enfin, et du fait que le Hoshin Kanri a été vraiment nécessaire à partir du moment où Toyota grossissait, bien entendu, est devenue une très très grosse entreprise, mais s'est mis à travailler comme toutes les grosses boîtes en mode matriciel, on va dire. Et que c'est pour compenser ce que la communication verticale n'assurait plus, il fallait penser à cette communication horizontale du mode matriciel entre les départements et avec les directions fonctionnelles. Et c'est là où le Hoshin Kanri est devenu vraiment nécessaire et a été, on va dire, structuré. Et le CanPro, c'est aussi ça. C'est-à-dire que cette communication, c'est au-delà du silo vertical, comment on apprend à aller bosser avec les autres départements, avec les autres divisions, avec les fonctions support, etc. Parce que c'est toujours là où il y a des questions. Et cette histoire de coopération, elle est super importante. Moi, je sais que ce point de savoir qui doit parler avec qui, et en tout cas le dire comme ça, j'ai mis du temps avant de vraiment d'en faire un cheval de bataille. Et c'est vrai que quand on lit, bah, ça y est très clairement, hein. C'est le deuxième point sur le PDCA et le A3. Au-delà de l'état d'esprit Kaizen, c'est le premier point qui sort, comment vous apprenez à communiquer, à négocier avec les autres. Du coup, c'est devenu ce programme donc, qui est développé dans les années 80. Donc, c'est quand même au moment où Toyota a vraiment grossi, commence à vraiment se développer dans le monde. C'est devenu finalement la base peut-être de formation et de développement voilà, du leadership et de la communication, de la coopération pour les cadres stratégiques. Enfin, quelque chose, je ne me rappelle plus comment ils les appellent, mais en tout cas, à peu près de ce niveau-là. Donc ça a été vraiment un programme très important auquel Yoshino a participé. Un des autres programmes dans lequel il a participé, c'est la suite, c'est comment on fait pour le coup, une fois qu'on a défini cet état d'esprit, cette culture d'entreprise, comment on s'est structuré pour apprendre à tous les niveaux de l'organisation, comment on va le faire avec des gens hors du Japon, dans des cultures différentes. Et c'est toute l'aventure Numi qui part donc la première joint venture sur le territoire américain de Toyota avec General Motors. Euh, et qui a été vraiment le début d'une super aventure. Alors pour Yoshino d'une part, il le raconte très bien, mais aussi pour Toyota à l'étranger et Toyota en Amérique, puisque ça a été quand même voilà, la preuve que cette façon de faire pouvait être finalement partagée dans le monde entier, avec des cultures différentes, des cultures de travail différentes, et pourtant s'intégrer et être aussi efficace. C'est ça que ça a montré. Donc, comment Yoshino nous raconte comment ils s'y sont pris. Et c'est passionnant, ça, cette histoire. Oui, Noumi, alors c'est très intéressant parce que il y avait déjà, bon, c'était leur première implantation hors Japon et dans le plus gros pays où ils vendaient des voitures. En fait, jusque-là aux États-Unis, ils avaient exporté les voitures. Ils les fabriquaient au Japon, ils les exportaient aux États-Unis. Donc, ils avaient des fonctions commerciales là-bas, mais ils n'avaient pas de production.
Et ils n'ont pas été les premiers Japonais d'ailleurs à aller construire des usines aux États-Unis. Ils ont laissé Nissan et Honda y aller d'abord parce que c'est la méthode Toyota. J'y vais jamais en premier si je peux ne pas y aller en premier. Comme ça, je vois un peu ce qu'il ne faut pas faire. Et Yoshino a une réflexion très intéressante parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de NUMMI, mais c'est une joint venture avec General Motors. Donc, pour la faire courte, un accord avec General Motors pour rouvrir une usine de General Motors qui avait fermé, qui marchait très mal avec beaucoup d'absentéisme, avec des tas de problèmes, etc. Et en plus, dans le deal, General Motors dit bah, vous allez reprendre tous les gars, syndiqués, pas syndiqués, ceux qu'on n'aimait pas, ceux qu'on avait virés, vous les reprenez tous, ou presque. Euh, donc le deal était, sur le papier paraissait assez pourri. Et donc Yoshino demande à un dirigeant de Toyota, il dit mais pourquoi on va au Japon, aux États-Unis dans ces conditions-là, pourquoi on se donne vraiment un obstacle pareil de partir en joint venture avec des Américains syndiqués, alors que Nissan et Honda ont ouvert leur propre usine, ils ont recruté et ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire dans leur usine. Et le dirigeant lui a répondu, écoute, tu as raison, c'est extrêmement challenging, mais si on apprend à le faire, si on réussit à le faire, on en aura appris 1000 fois plus que Nissan et Honda. Et pourquoi ils disaient ça? Parce que tout simplement, ils auraient appris à travailler, ils auraient compris la culture de travail américaine, ils auraient pigé comment fonctionnaient les travailleurs américains et les managers américains, et ils auraient appris des tas de choses. Ils ont appris d'ailleurs des tas de choses. Mais alors, ce qui est épatant, c'est qu'ils y sont allés d'une façon extraordinaire, et c'est ça qui nous avait absolument scotché. Cécile, tu te rappelles, quand on avait rencontré Isao Yoshino, il nous a expliqué l'histoire de NUMMI. Donc, ils avaient donc ces fameux team leaders à former. Donc, comment est-ce que vous faites quand vous êtes une entreprise internationale normale? Bah, vous avez recruté vos gars, vous y allez, quoi. Hein, vous allez aux États-Unis, vous rencontrez les gars et vous commencez à leur dire ce qu'il faut faire sur place, là-bas, en Californie. Et Toyota n'est pas du tout parti sur cette idée-là. Ils ont fait venir tous les team leaders au Japon. Ils les ont mis en paire avec un collègue japonais d'à peu près le même âge et d'à peu près la même responsabilité, des team leaders. L'un parlant américain, l'autre parlant japonais, ne se comprenant presque pas la plupart du temps, puisque les Japonais parlaient relativement mal anglais, et vice-versa. Je parle même de l'autre sens. Oui, c'est ça. Des Américains qui n'étaient pratiquement jamais sortis des États-Unis ou de Californie, et ils les ont fait venir par groupe de 30 pour 2 ou 3 semaines d'immersion, c'est pas de formation, hein, d'immersion sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a eu une première des quelques sessions en classe, mais fondamentalement, ils les ont emmenés sur le terrain. Et ils ont vu Landon, ils ont vu le team leader, ils ont vu les standards de travail, ils ont vu des lignes qui s'arrêtaient tout le temps. Du Kaizen Tout aussi. le monde trouvait ça absolument normal. Alors qu'aux États-Unis, ça a été un vrai problème aux États-Unis pour faire accepter aux gens de NUMMI, parce que aux États-Unis, arrêter la ligne, c'est du sabotage. Ah C'est écrit oui, noir il sur était blanc. viré s'il a arrêté la C'est ligne. viré. Ça a été violent. Hein. Donc, ces 3 semaines à regarder, à essayer de faire du Kaizen, parce qu'on leur donnait des exercices de Kaizen à faire, on montrait par exemple quelqu'un sur une ligne qui était très mal équipé, qui avait beaucoup de pas à faire, etc. Et on leur demandait de réfléchir à du Kaizen. Et donc, ils y réfléchissaient entre Américains. C'est des choses qu'ils n'avaient jamais faites de leur vie. Et donc, quand ils sont repartis aux États-Unis, ce ne sont que des team leaders, hein, il n'y a pas de C'est top ce que j'allais manager, dire. Pour il n'y a moi, pas de top truc brass. Hein, le plus stupéfiant en plus, ouais, c'est vraiment que c'est les team leaders, quoi. C'est pas le top management qu'ils non, ont déplacé, c'est les team leaders, les groupes leaders. Donc c'est ouais, vraiment le N+1 du terrain, quoi, de ce qu'ils appellent les Gamba People. C'est fascinant ça. ouais. Alors, et ils disent, le credo derrière, c'est que tu n'apprends pas parce qu'on te dit. Tu n'apprends pas parce qu'on t'a donné une instruction. Tu apprends quand tu fais. Et tu fais avec un collègue. Tu es sur la ligne et tu regardes. Ou tu fais un Kaizen. Tu es en train de réfléchir à un Kaizen.
Et c'est incroyable comme ils ont réussi. Alors, ils n'ont peut-être pas convaincu tout le monde, mais ils ont créé les conditions de démarrage de Noumi de façon étonnante et remarquable. Et Et ça, il faut déjà, là, vraiment le lire, ça, hein. on parlait du Toyota Way tout à l'heure, hein, mais la marque de respect que c'est Ouais, de leur payer le voyage, ouais, rien que ça, déjà, c'est quelque chose de très fort, hein. ouais. Vous auriez fait venir, enfin, une boîte normale aurait fait venir le top management au Japon pour leur filer des séances de PowerPoint, un peu de visite d'usine et hop, retour. Là, c'est les team leaders qu'on a fait venir. Ouais. Et ensuite, quand ils sont allés au Japon, alors là, Yoshino ne faisait plus, il n'est pas parti, pardon, quand ils sont allés aux États-Unis. Yoshino est resté au Japon, il n'est pas allé aux États-Unis. Lui, il faisait vraiment le programme, il a conçu le programme d'immersion au Japon. Mais quand ils allaient ensuite chez Noumi, il y avait encore tout, alors on ne va pas raconter tout ça en détail, mais il y avait encore tout un shadow management japonais qui venait doubler le management local pour leur apprendre, les aider, leur donner des conseils, les faire se développer en fait. Donc c'est vraiment passionnant l'histoire de Noumi. Faut vraiment ce livre, il faut le lire. Il y a des longueurs parfois, honnêtement, mais il est fait par chapitre et donc vous pouvez les pif paf pof dans les chapitres qui vous intéressent. Canpro, dont vient de parler Cécile, et le chapitre Noumi, c'est passionnant. C'est Euh, vraiment passionnant. j'ai juste pris deux petites photos illustrations qui est quand même que j'ai trouvé sympa. Alors d'abord le Numi ou Numi, je ne connaissais pas ce truc et je ne sais Non, pas non. voilà, voilà, je sais pas si c'est du vrai ou du reconstruit, enfin du vrai sur le moment ou du Non, non, reconstruit, mais ça peut c'est être vraiment. voilà. Oui, oui, ça avait été. C'est New Me. Voilà, New donc c'est non seulement, alors NUMI, ça doit être aussi un acronyme de quelque chose, je sais pas quoi, enfin, il y a quelque chose, mais du coup, le NUMI est la nouvelle façon de travailler, quoi, une nouvelle façon de travailler. Et puis on voit là sur la photo, alors normalement il doit y avoir Isao Yoshino quelque part et John Shook, puisque John Shook a fait partie aussi avec Isao Yoshino de cette équipe John Shook, pour ceux qui ne. pas franco, Ouais. pardon, américano-japonaises qui ont développé le projet et qui ont fait travailler les équipes ensemble. John Shook, c'est celui qui a écrit Manager pour apprendre sur les Voilà. A3, justement, et il a été le premier Américain embauché dans ce programme NUMI et il a ensuite accompagné NUMI aux États-Unis. Et il avait Voilà. lui-même fait partie du programme Immersion. Et donc j'aime bien enfin, cette citation que j'ai prise, hein, qui est la culture est créée par les personnes qui travaillent dans une même organisation chaque jour. Ils ont vraiment réussi avec ce programme de team leader, c'est vraiment à créer une nouvelle culture commune à ces groupes qui travaillaient ensemble. Et ils l'ont fait assez vite, hein. Je pense que ça a été fait en. Alors, je vais dire quelque chose, mais je parle sous votre contrôle, vous êtes peut-être plus précis, mais en 18 mois, c'était fait. Enfin, Oui, c'était oui, c'est ça, oui. lancé, Ben, quoi. Enfin, ils ce qui avaient est- peu Mais de ce qui est temps. intéressant d'ailleurs, c'est que bien sûr qu'ils ont fait venir les team leaders américains dans la culture, enfin, ils ont essayé d'installer la culture, mais ils ont également beaucoup observé la culture des Américains absolument. pour les comprendre. Il y a une question d'empathie et d'échange. C'était vraiment pas dans un seul sens. Il y a l'histoire des serviettes de toilette, là, Ouais. ou dans les hôtels japonais, on donne une seule petite serviette par personne et les Américains, ils Comme ne ça, comprenaient quoi. pas, ils Ouais. ont voulu une grande serviette et ils ne se comprenaient pas et ils ont fini par se comprendre. Mais ce genre de détail était important parce qu'il faut aussi écouter et respecter la culture de l'autre. Il y a vraiment une question de respecter l'existence de l'autre tel qu'il est. On en revient toujours à cette notion du respect du Toyota Way qui est quelque chose d'assez vraiment très, très, très puissant. Mm. Et la légende dit que c'était l'usine, effectivement, la pire, entre guillemets, de GM en termes d'efficacité, de productivité, enfin voilà, et qu'elle est devenue la meilleure Absolument. à l'issue Mm. de ce temps passé Ouais. à la développer. Ah oui, ça a été un succès remarquable et ça a mis le pied à l'étrier pour Toyota. Ils ont pu vraiment pénétrer le marché américain, comprendre comment la production aux États-Unis fonctionnait et la logistique fonctionnait. Et après, ils ont ouvert leur propre usine dans le Kentucky et c'était parti, quoi.
Donc vraiment, c'est une belle aventure, vraiment symptomatique de la façon de bosser de Toyota à Mm. chaque endroit. Alors, au-delà de Numi et Can Pro, donc Yoshino raconte deux autres histoires aussi, enfin, projets dans lesquels il a participé. Et puis, troisième partie dont je parlais tout à l'heure et qui est quand même aussi assez intéressante à lire, c'est cette partie sur les bateaux pour ski nautique. Une aventure dans laquelle voilà, il a été engagé avec un changement de casquette en plus là, hein, puisqu'il fait cette fois-ci, il est acteur, il est plus je monte simplement les programmes de développement, mais je prends la main aussi sur le management de la boîte. Et ben, ça se passe pas exactement alors on peut pas dire qu'il connaît pas le modèle et le profil managérial, il connaît parfaitement comment on apprend, les processus d'apprentissage, et ben ça se passe pas exactement comme ça devait se passer. Non, c'est parti de la fin du livre qui raconte l'échec très rapide, d'ailleurs ça s'est fait en 3 ans, hein, de cette aventure bateau, euh, que Yoshino appelle un échec, mais que Toyota n'appellerait sans doute pas un échec, qu'il appellerait ça comme un essai, un test, une expérimentation. Euh, c'est très intéressant parce qu'il y a des côtés très Toyota. Oui, il faut tester des nouveaux marchés. L'hybride, ça n'a pas été simple hein, non plus quand on a voulu la mettre au point. Donc il faut tester constamment des nouveaux marchés. Il y a une espèce de volonté de ne pas rester sur ce qu'on sait faire, mais de développer des trucs sur d'autres domaines. Et là, l'idée, c'était qu'après tout, on avait des très bons moteurs, on était très bons en moteur. Donc, qui dit moteur, bah, ça peut aller aussi sur des bateaux, les moteurs. Hein. Donc, ils avaient commencé à réfléchir à des bateaux moteurs pour le marché japonais. Mais un peu par hasard, Yoshino est arrivé là parce que le manager était encore un manager japonais autocratique. Donc, on avait besoin de son savoir-faire pour venir remettre un peu de liant, de développement, etc. Il débarque dans ce bureau de Marine Office au Japon et il se dit, mais bah, d'accord, le marché du bateau susceptible d'avoir un moteur Lexus, Lexus c'est de haut de gamme chez Toyota, il y a plus de chances qu'on ait du gros marché aux États-Unis qu'au Japon. Hein. Des bateaux comme ça, on pouvait en vendre 3000 par an au Japon, c'était par dizaines de milliers aux États-Unis. Et comme Yoshino était toujours complètement branché sur son idée de venture américaine, il a poussé comme un dingue pour qu'on développe l'idée, non pas au Japon, mais plutôt aux États-Unis. Mais donc ça, c'est très Toyota et il a été encouragé, et on l'a laissé faire et on l'a poussé même, on lui a donné les moyens de le faire puisque la création marine a été créée aux États-Unis et qu'on a qu'ils ont pris un accord avec un fabricant de bateaux et qu'ils ont démarré la fabrication et la vente. Euh, mais là où on est moins Toyota, c'est qu'on est chez Toyota Motor Sales aux États-Unis, qui n'est pas Toyota Motor Corporation, enfin la partie automobile. On est moins dans la production, on est dans la vente. L'esprit du TPS n'est pas là. Et donc on se retrouve avec des Américains qui sont, enfin, Yoshino venait faire le shadow management, hein, mais Yoshino n'était pas un homme du TPS et il se retrouve dans de la fabrication. L'Américain avec qui qui dirigeait la boîte, puisque c'était un Américain local qui dirigeait la boîte, lui avait décidé de rester en Californie pendant que la fabrication se faisait en Floride. Donc Yoshino, qui lui était bien branché sur Gemba, Genshi Genbutsu, passait son temps à faire l'aller-retour entre la Californie et la Floride. Il considérait que c'était une aberration totale de séparer la tête des jambes. Mais Yoshino n'était pas un pro de la prod et du TPS, comme je vous l'ai dit. Et donc, il s'est très vite noyé. Il s'est retrouvé avec la R&D au Japon, les ventes et la direction en Californie et la fabrication qu'il ne maîtrisait pas lui-même en Floride. C'est déjà mal Et parti, ouais. ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il en était malade. Il raconte des anecdotes qui sont vraiment, vraiment passionnantes, mais on a tous vécu sous des formes plus ou moins différentes. Mais comme un grave incident sur un bateau,
où il s'est retrouvé en Floride. L'accident était arrivé en Californie. Bon, il n'y a pas eu de blessés. On n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, donc ça n'a pas fait trop de bruit, d'autant que l'Américain a décidé de ne pas faire d'intenté de procès, mais son bateau s'est littéralement fendu en deux. Euh, et dans un cas comme ça, normalement, tout le monde se précipite sur le terrain pour aller voir ce qui s'est passé. Eh bien, la R&D japonaise est restée au Japon pour réfléchir concrètement et un peu théoriquement Ce qui a pu se passer pour que le bateau se coupe en deux. Yoshino, on lui interdisait d'aller sur le terrain parce qu'on lui avait dit mais non, 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 on prend les choses en main côté Japon. Et il s'est trouvé extrêmement malheureux de ne pas, ne serait-ce que d'aller voir le client et de lui dire monsieur le client, mon Dieu, comme on est en toute sympathie avec vous et on travaille sur votre problème. Complètement et en détail. Donc, Toyota Sales, c'est pas la même chose que Toyota Prod. Et puis peut-être que c'était pas non plus, on n'avait pas le bon profil pour gérer un truc de fabrication compliqué. Mais c'est très intéressant qu'il le raconte. C'est très intéressant de découvrir que Toyota n'est pas uniformément constitué de Eiji Toyoda ou d'Akio Toyoda, de Taishi Ono et de Nemoto partout, qui sont humains comme nous, que c'est compliqué, mais qu'il y a en permanence des gens qui viennent aider. L'histoire s'est terminée par Fujio Sho, que Yoshino avait connu aux États-Unis, qui était entre-temps devenu le président de Toyota, qui est venu dans l'usine à bateau, à qui on a expliqué les bad news. En fait, on a commencé à lui expliquer des tas de choses, mais il a dit, écoutez, je ne suis pas venu là pour faire du tourisme, donc donnez-moi les bad news. On lui a donné les bad news. Malheureusement, c'était probablement trop tard pour rattraper le coup et ça a fini par fermer. Mais on n'a jamais, Fujio Sho n'a jamais eu de reproche à faire à Yoshino. Il lui a simplement dit, racontez l'histoire sur quoi on s'est planté. Dites-nous sur quoi, nous, collectivement, on s'est planté. C'est là d'ailleurs où il dit, on voit que c'est beaucoup plus que juste là aussi un simple refrain, hein. Il n'y a d'échec que si on n'apprend rien. Oui, c'est ce que j'avais noté. Je suis en train de chercher ma petite slide pour la partager avec vous. Mais c'est exactement ça. Alors ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à... Oh mince, j'ai perdu mon diaporama, mais ce n'est pas grave. Je vais vous le rechercher. C'est vraiment l'apprentissage avant tout, même si effectivement, ben, le résultat n'a pas été du tout à la hauteur de ce qu'on cherchait. Oui, oui, il y a toujours quelque chose à apprendre et il en a fait un ensei complet. Et Yoshino personnellement, alors il y avait des dysfonctionnements de l'organisation, mais Yoshino personnellement, lui, il en tire une leçon, c'est que lui qui était un pro du Hoshin et du Purpose, il a été tellement noyé, faute probablement de compétences de production, il a été tellement noyé dans les problèmes quotidiens qu'il a perdu de vue, la partie hélicoptère, vous voyez, le recul avec le Hoshin, rediscuter avec les gens sur qu'est-ce qu'il est important qu'on craque et qu'on corrige. Et il pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle il s'est planté. La phrase qui dit savoir ce n'est pas faire, elle est tellement vraie, quoi. C'est vraiment la différence entre comprendre et apprendre. C'est pas parce que tu sais, c'est pas parce que tu l'as dans la tête que tu es capable de le mettre en musique. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, petite anecdote rigolote, hein, quand Yoshino il dit qu'il passe sa vie à apprendre, nous on a pu le voir avec Catherine, on l'a donc rencontré en 2017 et on y est retourné pour la quatrième fois, enfin pour la troisième fois on l'a vu au Japon là, juste cette année. Et bon, il fait des présentations, il a 80 ans, hein, monsieur Yoshino maintenant, donc passé même. Donc il vient aussi dans ce genre de voyage, d'études, faire des présentations. Et ben on a pu constater que sa présentation, il l'a retravaillée, c'est pas la même, il est revenu dessus. Enfin, cette capacité de continuer de se mettre en question et de se réinterroger, il l'a toujours, hein.
C'est assez, effectivement, C'est une posture c'est un bouquin, d'apprentissage tout le temps, quoi. ouais, Enfin, tout le c'est temps. un bouquin, c'est vraiment un bouquin qu'il faut lire pour Yoshino, euh, pour les réflexions qu'il a, la réflexion, pour le Hansei, pardon pour le terme japonais, mais pour la réflexion et l'enseignement que lui et Cathy cherchent à tirer de chaque événement et des trames qu'ils en retirent sur le management. Donc c'est vraiment un livre intéressant. Encore une fois, moi, le petit reproche en tant que traductrice, c'est qu'il y a un peu de longueur au début, mais accrochez-vous et allez au cœur Allez des aux leçons. anecdotes. Ouais, Voilà. dès que ça Cas plonge dans le pratiques, parcours, ils sont voilà, très, très, très intéressants. Et puis, c'est là, vrai que ce style, enfin, modeste, humble, on parle de leadership, on pense jamais à ce genre de modèle, alors qu'il a un leadership exceptionnel, vraiment exceptionnel. C'est vrai que le mot leadership, malgré tout ce qu'on en dit, on est toujours en train de chercher, bah, comme sur la photo de Catherine, hein, on est plus sur Superman que sur Colombo. Il est clair que Isao Yoshino, il est beaucoup plus Colombo que Superman, ça, il n'y a pas de doute. Et, euh, et c'est Mais vraiment très étonnant. il raconte aussi dans le livre, ou c'est Cathy qui le raconte, je ne sais plus, que finalement Taishi Ono, avec tout son côté très abrupt qu'on lui connaît, quand il avait une très grande expérience de la production, lui. Alors quand il allait dans l'usine, il voyait souvent le problème lui-même. Mais quand il voyait un problème dans l'usine, il partait chercher le groupe leader ou le superviseur ou le directeur d'usine, peu importe, et il les faisait venir à l'endroit où il voyait le problème. Il leur demandait: est-ce que vous voyez un problème? Il ne leur disait pas de quoi il s'agissait. Et si les gens lui disaient: ben non, je ne le vois pas, et il disait: ben, vous restez là jusqu'à ce que vous compreniez. Donc c'est aussi quelqu'un qui cherchait à développer les gens sur la capacité à voir des problèmes. mm. Je vous ai mis là juste en diaporama deux petits encarts là qui sont dans le livre, mais il y en a plein, qui vous montrent aussi ce qui est intéressant, c'est que Yoshino, bah, il a appris, mais sa passion, c'est d'aider les autres à apprendre. Et il continue même dans le livre, effectivement, avec ces petits encarts qui sont à chaque fin de chapitre, sur comment on peut réfléchir sur ce que je viens de vous raconter comme histoire, quelles questions on peut se poser par rapport à voilà, l'erreur au travail, comment on peut faire, comment on aide les gens à apprendre. Et du coup, ça a un côté à la fois, bah, c'est une histoire, mais aussi très pratico-pratique qui est, qui est quand même C'est très assez bien ces intéressant. Ouais. questions, ouais. Ouais, ouais, elles sont très. Quand je les ai Ouais, revues là, parce que je les avais vues en anglais, mais pas en français avant de lire. ouais, Et ouais. en fait, elles sont toutes très bien. J'ai trouvé qu'elles elles méritaient, elles méritaient d'être partagées. Oui, oui, Euh, c'est vraiment l'essence de ce livre, c'est du Hansei, hein, c'est un ouais. terme japonais pour dire vraiment comment est-ce que j'apprends de ce que je fais. Et ce Hansei, pour nous, pour le lecteur, est très bien fichu. D'ailleurs, c'est vraiment, enfin, le titre, on le dit un peu vite et puis il sonne juste, enfin, il est joli, diriger pour apprendre, apprendre pour diriger, mais on pense beaucoup à apprendre à diriger, mais diriger pour apprendre, ça mérite réflexion. C'est vraiment comment, en tant que dirigeant, c'est l'acte de diriger qui fait apprendre. Et c'est pas du tout la posture du dirigeant sachant, mais c'est vraiment la posture du dirigeant qui cherche toujours, toujours à apprendre. Et en fait, quelque part, cette longueur d'avance du dirigeant qui donne la direction, hein, bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, où on va, quel est le bon problème, mais c'est vraiment comment cette longueur d'avance, c'est par l'apprentissage de ce que lui amènent les gens et ça, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. C'est Est-ce tout un que, art. est-ce que parmi nos participants, vous avez des questions? Et dans ces cas-là, vous pouvez vous allumez, enfin, allumez vos caméras, les posez en direct, les posez par le chat, voilà, comme vous préférez. Voilà, alors il y a. Alors, Yann nous parle des Dharma. Il faut te dire qu'en plus, Cathy est une fan absolue de Dharma. Elle a une collection exceptionnelle de Dharma. Donc, c'est elle On peut qui peut-être a sans doute. montrer le Daruma Anne-Lise qu'on voit. On le voit effectivement sur le coin des questions du Hansei, là. Pour ceux qui ne savent pas, hein, parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de parler entre nous, hein, le Dharma, c'est le masque. Et quand on commence
Quand on commence un projet ou quelque chose, on peint un œil et quand on estime qu'on est arrivé au bout de ce qu'on voulait, on peint le second œil. Donc là, effectivement, c'est un Daruma borgne. Et donc, elle nous avait montré dans le book club de septembre, puisque son livre était paru, puisqu'on fait en fait chaque projet son Daruma. Elle nous avait montré le Daruma qu'elle avait initié au moment de commencer son livre. Et puis maintenant, il avait les deux yeux peints à la fin du livre et à l'apparition du livre. Et c'était un énorme Daruma, parce qu'elle fait effectivement la collection, elle en a toutes les couleurs. Et j'avoue que, mine de rien, c'est encore un truc de visuel, hein. Dans ces histoires de TPS et de Lean, il y a partout du visuel parce qu'on veut que les choses sautent aux yeux plutôt que d'aller les chercher ou les inventer. Mine de rien, cette histoire de visuel, de peindre un second œil, c'est pas du tout la même chose que de se dire à un moment, bon, bah, j'y suis. Peindre le second œil, ça a quelque chose d'extrêmement fort. Et de se dire, est-ce que je le peins aujourd'hui? Non, pas encore. Non, pas tout à fait. Ah, je vais attendre un peu. Ah ouais, là, aujourd'hui, ça y est, je peins le deuxième œil. C'est une démarche où on retrouve ce côté visuel qui est très présent dans toutes ces démarches. Oui, c'est un côté engagement, un côté visualisation de l'engagement. Et puis, C'est qu'est-ce que je veux intéressant. réussir? Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai réussi? Voilà. Et c'est quoi réussir? Et finalement, pourquoi je vais peindre mon deuxième œil? Quand est-ce que je vais le peindre? Qu'est-ce qui me fait dire que? C'est des questions rigolotes et c'est assez puissant. En plus, c'est joli, donc ça ne gâche rien. Et Camille qui nous dit c'est un outil de Oshin aussi pour s'engager et se focaliser, absolument. Est-ce que d'autres remarques, commentaires? Je ne sais pas si parmi vous, certains l'ont lu en français ou en anglais. Et vous avez aussi peut-être, si c'est le cas, des remarques sur ce livre. Tadam. Alors, qui l'a lu? En tout cas, c'est vraiment un bouquin qu'il est intéressant de regarder par rapport à d'autres parce que c'est le bouquin de l'humain, hein, chez Toyota. Et c'est vraiment de ce point de vue-là très intéressant à lire. Ouais, c'est là-dessus, il est vraiment unique dans son positionnement Oui, par rapport aux oui, autres. oui. Clair, c'est clair. Les autres sont très sur le challenge, sur les moyens d'y arriver, sur la collaboration tous azimuts, les principes, etc. Là, on est vraiment sur l'humain dans une très grosse boîte. Et c'est ce que tu disais au début, hein. C'est plus une illustration du Toyota Way que du Ouais, TPS. On est ouais. beaucoup plus là-dessus, ce qui n'est pas si fréquent d'ailleurs. On a beaucoup plus de choses sur le TPS, mais le Toyota Way en profondeur, hein, au-delà des mots un peu bateaux. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ouais. Même Là, s'il n'en parle pas comme ça dans le livre, on retrouve bien tous les thèmes, il en hein. parle quand même un peu du Toyota Way à la fin. Un Si, petit si. peu, voilà, mais on C'est vraiment retrouve ça. bien tout l'esprit du Kaizen, qu'est-ce que ça veut dire, le Le Genshi Genshi Genbutsu, qu'est-ce Genbutsu, que ça veut dire, le respect qu'on retrouve partout, enfin, c'est vraiment ce livre, cette illustration-là. clairement, clairement. Donc, ça vous fait un livre en plus à mettre dans votre pile à lire qui doit Mais être. en français, c'est beaucoup plus facile. Oui, absolument. C'est clair. C'est clair que franchement, On a bossé pour vous, là, c'est beaucoup plus facile. je Et l'ai. honnêtement, le fait de travailler avec Catherine à la traduction, moi je l'avais lu en anglais, mais j'ai redécouvert plein de trucs. Parce qu'évidemment, il y a des subtilités quand on les lit en français, on a plus, voilà, il y a plus de Ouais, précision, il y a plus de. C'était plutôt. Enfin, moi, je sais qu'en préparant cette émission, je l'ai aussi reparcouru et je me suis dit, il faut que je m'y replonge encore plus. non, Donc, mais il a un gros avantage, c'est que pour ceux qui n'ont vraiment pas beaucoup de temps, vous le prenez, vous le lisez histoire par histoire, parce qu'on n'est pas obligé Ouais. de le lire du début jusqu'à la fin. Vous avez donc des chapitres, comme je vous l'ai dit. Et si même au sein de ces chapitres, vous n'avez vraiment pas le temps, vous avez tout la narration de Yoshino qui est repérable en italique. Donc, vous allez sur le chapitre de l'histoire qui vous intéresse, vous repérez les italiques et vous y allez. et vous vous posez les 4 questions en sortie et voilà. Les 4 questions de Hansei en sortie et c'est Voilà. tout. Voilà. Mais même si vous avez peu de temps, ouvrez-le.
Eh bien, mesdames, alors, sauf si il y a une dernière question avant de clôturer. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y en a plein là qui nous disent merci beaucoup. Ah, Mathieu qui branche sa caméra. Peut-être, Mathieu, avez-vous une question? Hop, hop. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt, et merci encore. Merci beaucoup pour ce lien de connexion. Je voulais savoir, donc j'avais posé une première question, est-ce qu'il y a un ordre à respecter dans les leçons? Et il faut bien apprendre d'un à 8 ou on l'applique peu. Ah, les leçons qu'on a partagées tout à Leadership, l'heure, ouais. non, je pense pas. Sinon qu'il faut toujours se souvenir que il faut créer la confiance d'abord avant de poser les challenges, hein. Donc, je ne sais pas si tu veux le repartager, Annelise, tu Et sais, c'était les les 8. leçons de 1 à 8. Euh, on peut les regarder rapidos. J'avais aussi une autre question, c'est est-ce que c'est pratique, enfin, il n'y a pas de problème à le pratiquer au management à la française, je dirais? Ah non, Non. il n'y a aucun problème pour le Aucun pratiquer. problème, Non, aucun problème. Et d'ailleurs, quand on arrive à les faire comprendre, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que on s'est tellement bercé de mots qu'on en a perdu le sens des mots. C'est-à-dire, ouais, il faut développer les gens. Mais d'accord, on est tous d'accord. Là, c'est beaucoup plus précis, hein. Ça te donne des choses précises pour développer les gens. Et donc, c'est très utilisable, quelle que soit la culture. Et réciproquement, on a pu voir avec Catherine à chacun de nos voyages, et en particulier au premier, le Lean, enfin le TPS n'est pas plus japonais qu'autre chose, hein. Si on sort de Toyota, on ne le voit pas, non. ou peu. Donc, bien sûr qu'il y a une culture japonaise particulière, mais ces recommandations-là et ces façons de travailler-là sont parfaitement applicables pour autant qu'on les comprenne, parce qu'elles sont sujettes à beaucoup de malentendus, par contre. Une Pour, chose dont pour, ne parle peut-être pas ce livre, pardon, c'est que c'est peut-être l'organigramme qu'il doit y avoir dans une entreprise. Alors moi, je suis responsable production, j'étais anciennement responsable Lean, euh, et je vois que bon, si l'entreprise, l'arborescence d'entreprise et l'organigramme n'est pas structuré comme il faut, avec des team leaders, etc., j'ai l'impression que c'est compliqué Alors, de mettre en place cette culture. le seul endroit de l'organigramme, c'est les team leaders. ouais, Tout à fait. Ils ne sont pas dans l'organigramme d'ailleurs, puisqu'ils n'ont pas de rôle hiérarchique. Par contre, il n'y a pas d'organisation lean, il n'y a pas d'organigramme lean. Il n'y a pas de lean sans team leader, ça oui. Mais le team leader, il n'a pas de rôle hiérarchique, donc il n'est pas dans l'organigramme. ouais. Mais le team leader, Mathieu, est fondamental parce qu'on ne peut pas aider les gens à faire du Kaizen ou les supporter ou les aider quand ils ont un problème si on n'a pas un team leader. Donc, si on est encore dans des organisations où il y a un patron qui est le hiérarchique de Vingus sur le terrain, ça le fait moins, hein. Ça le fait moins parce qu'on n'a pas du temps de feedback, on n'a pas le temps de faire du feedback, on n'a pas le temps d'aider, on n'a pas le temps de creuser le geste, on n'a pas le temps de former. Ça le fait pas. Ça, c'est l'investissement de Toyota qui est assez remarquable. Et la première objection, évidemment, c'est mais ça coûte très cher. Ben non, ça coûte pas cher du tout en gain de non-qualité Ça derrière. rapporte gros. Ça rapporte énormément, énormément de team leader. L'anecdote de Noumi, hein, qui reste le plus en tête quand il en parle, c'est vraiment l'histoire de Landon. Comment il a fallu convaincre les opérateurs américains d'arrêter la ligne alors qu'on les menaçait de les virer s'ils le faisaient. Mais donc le secret, quelque part, c'est Landon, et il n'y a pas Landon sans team leader. C'est au dernier Lean Summit, il y avait un patron qui avait dit ça très bien, il n'y a pas Landon sans team leader et pas de team leader sans Landon. Et une partie du secret, il est là. Il Mais est à là. part ça, il n'y a pas d'organigramme Non, qui soit particulièrement adapté. Je veux dire, pour le reste, non. le reste, non, hein, c'est. Le team D'accord. leader, c'est crucial. Ouais. Team leader, 6 à 8 personnes, un patron qui amène la vision lean, bon, je dirais. La vision lean, mais surtout qui refait du La vision tout sens court. business. Oui, c'est la vision tout court. La C'est vision comment je business. fais le lien entre le business et la petite tâche que je suis en train de faire là, tout de suite, là, maintenant. Et comment est-ce que comment ce que je fais aujourd'hui aide à aller dans le bon sens pour le business? C'est ce lien-là qu'il faut arriver à faire. Sur coup, C'est ouais. les 8 leçons sont pour le team leader alors ou pour le patron qui est plus haut Un Non, les patron 8 en leçons général. sont Un pour les patron, patrons, hein, un patron en les général. managers, hein. Hum. Communiquer l'objectif, Mais créer les c'est conditions valable aussi pour un nécessaires team à la leader. réussite, Ouais, ouais. faites Sur l'effort un d'aider les périmètre, sur un périmètre différent, mais en fait, elles sont pas.
Mais il y a un petit schéma dans le bouquin où il explique à qui il s'adresse. Bon, chez Toyota, ça porte un nom particulier, leur management, mais peu importe. Enfin, c'est les noms qu'ils donnent. Ils appellent ça des managers principaux, des managers, les employés. Bon, en gros, hein, il y a les dirigeants, le top management, le middle management, les managements de proximité. Tu retrouves la même chose. Et ça, bah, tu le retrouves à peu près dans toutes les boîtes, quelle que soit l'organisation et Ouais. l'organigramme, en fait. De toute façon, ça marche toujours pareil. Tu crées les conditions de la réussite d'abord avec des outils qui marchent, en résolvant les problèmes. Enfin, c'est toujours c'est la leçon numéro 2 là qu'affichait tout à l'heure Annelise. Tu rappelles constamment le purpose, alors avec des Kanban, avec n'importe quoi qui nous rappelle que le purpose numéro 1, c'est quand même le client. Euh, et une fois que tu as le purpose et la confiance, après tu construis, hein. Tu vas constamment sur le terrain pour apprendre, vérifier ce qui se passe, comprendre, résoudre les problèmes, aider à résoudre les problèmes, créer du Kaizen, blablabla. Bla, bla, bla. Mais la base, c'est confiance et purpose. S'assurer qu'on est en train de tant qu'à bosser comme des cons, non pas comme des cons, mais bosser comme des fous, je veux dire. Tant qu'à bosser dur, autant bosser dur sur les bons problèmes, hein. Et dans la même direction. Dans la Et même dans la même direction. direction. Ouais. Merci beaucoup. Eh ben, merci pour cette question, Mathieu. Et je pense que comme les gens bossaient peut-être Et pas ça, comme des cons, mais comme des fous, déjà depuis le début de la semaine, il va falloir aussi qu'on arrête, voilà, qu'on aille se reposer un peu. Merci beaucoup à tous. Merci encore une fois à vous deux, Cécile et Catherine, pour et cette traduction et ce déchiffrage avec nous ce soir. Il y a plein d'autres livres qui sont en préparation pour cette année encore et dont on aura l'occasion de reparler. Je ne sais pas quel sera le prochain Lean Connection. Il sera en mars parce qu'en février, ce n'est pas Les possible. vacances. Ouais. Voilà, entre autres, mais en tout cas, pas Lean Connection en février. Donc, on se retrouve en mars autour d'un nouveau livre ou d'un autre sujet. On verra. Si d'ailleurs vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas, vous avez tous mon adresse mail. Envoyez des mails, des suggestions. On est preneur, ça nous donnera, ça va nous inciter aussi à renouveler un peu les thèmes. Merci à tous. Bonne soirée. merci, bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonne soirée.